Voilà, donc nous allons commencer par le Tadjikistan, bon, qui est un voyage que je connais, je vais dire sans prétention par cœur, parce que je crois que je l'ai fait 14 fois, enfin je suis même sûr, alors sous des formes parfois un petit peu différentes, mais enfin globalement, on a toujours vu à peu près la même chose. Alors le Tadjikistan, qui est un tout petit pays, hein, au même titre que le Bangladesh qu'on verra tout à l'heure, ça fait un quart de la France en gros. Hein, donc 140 000 km², quelque chose comme ça, avec aujourd'hui 10 millions d'habitants, une population qui croît énormément. Quand j'ai commencé à accompagner ce voyage, c'était en 2011, je crois qu'ils étaient 7 millions et quelques, qui sont maintenant officiellement 10 millions. En fait, il y a eu une guerre civile au début des années 90, juste après l'indépendance, puisque le Tadjikistan était une des républiques de l'ancienne Union soviétique. Et à la chute de l'Union soviétique, donc toutes ces anciennes républiques d'Asie centrale, entre autres, ont acquis leur indépendance. Donc le Tadjikistan en faisait partie. Donc ça, c'était en 1991. Peu de temps après, une guerre de clans un peu s'est déclarée. Ça a fait une guerre civile qui a duré plusieurs années, donc dans la première moitié des années 90. Et puis, depuis que le calme est revenu, la population a dû reprendre confiance aussi. Il y a eu un essor économique modéré mais sensiblement visible. Et puis, donc, la population, en l'espace d'une douzaine d'années, est passée de 7 millions et quelques à 10 millions aujourd'hui. Donc, un tout petit pays, par comparaison, celui qu'on verra tout à l'heure, donc le Bangladesh, qui fait la même taille, grosso modo, au lieu de 10 millions d'habitants au Tadjikistan, il y a 170 millions d'habitants au Bangladesh. Ça vous donne une idée du rapport. Voilà, alors ce voyage, le pays étant petit, ça a l'avantage de nous permettre de le voir dans sa quasi-intégralité en l'espace de donc 21 jours, donc du nord-ouest à quasiment l'extrême est, avec donc toute la partie occidentale que vous voyez ici sur la carte, ce sont des reliefs plus bas, et toute en gros la moitié orientale du pays, celle qui est en violet et gris, c'est ce qu'on appelle le Pamir, donc la partie la plus élevée du pays, avec très peu de routes. Donc nous arriverons de Paris à Tachkent, donc Tachkent, la capitale de l'Ouzbékistan, et qui a l'avantage de se trouver, comme vous le voyez ici, tout près de la frontière tadjike. Et on entrera, donc on visitera dans la matinée quelques monuments à Tachkent. Pour Tachkent, ce n'est pas exceptionnel. Il y en a sûrement qui connaissent déjà s'ils sont allés en Ouzbékistan. Il n'y a pas grand-chose à voir, mais enfin, on verra ce qu'il y a à voir. Et puis, on continuera dans la journée sur Khoujand, qui est la deuxième ville du pays, donc après la capitale Douchanbé, une relativement grande ville, mais enfin, il y a 300 000 habitants, quelque chose comme ça. Ce n'est pas immense. Et qui est un peu la capitale de l'ouest du pays, si vous voulez, du nord-ouest. C'est toute cette partie nord-ouest est la partie la plus riche parce que c'est là que les terres sont les meilleures. Comme vous le voyez sur la carte, il y a peu de montagnes, peu de relief. Il y a un peu de relief, mais enfin, il n'y a pas de haute montagne. Donc, ça ne souffre pas des problèmes du reste du pays où on a des vallées très encaissées, des montagnes très escarpées, et où il y a très peu de terres arables. Donc, dans ce voyage, vous entendrez parler d'un certain nombre de grands noms de l'histoire, comme Alexandre le Grand, par exemple, comme Gengis Khan, comme Marco Polo. Vous entendrez aussi des noms mythiques, comme la Sogdiane, qu'on a appelé aussi la Transoxiane, la Sogdiane, donc qui correspond à peu près à ce qu'est aujourd'hui le Tadjikistan, Sogdiane Bactriane, je pense que ça dit quelque chose à pas mal de gens. La Sogdiane qui était habitée par les Sogdiens, donc tout ça c'était à l'époque de la route de la soie, avant les invasions arabes du 8e siècle. D'autres grands noms mythiques, l'Oxus et l'Iaxartès, les deux fameux fleuves de l'Antiquité. Alors l'Oxus, c'est celui que vous voyez tout au sud du pays, qui fait frontière avec l'Afghanistan, qui est en réalité l'Amou Daria aujourd'hui, qui s'appelle l'Amou Daria aujourd'hui.
et dont nous remonterons une partie des sources à une rivière qui s'appelle la Pange et qui ne devient que plus tard, à peu près vers la frontière ouzbek en bas à gauche, qui ne devient la Moudaria qu'à ce niveau-là. Et l'autre, donc ça, l'Oxus à Moudaria, et l'autre grande rivière qu'on verra, mais pas très longtemps, puisqu'elle est tout au nord, justement, elle passe à Khoujand, le Yaxartes, qui est aujourd'hui le Sirdaria. Donc, Khoujand a été bâti le long du Sirdaria. Et on arrivera donc à Khoujand dès le deuxième jour du voyage. On visitera toute cette région de Sourte, qui s'appelle. Le Sourte, c'est le nom de la région et ça vient de Sogdian d'antan. On ira ensuite à Istarafshan. Istarafshan, qui est aussi une. Toutes ces villes sont très anciennes, hein, ont environ 2500 ans d'existence et ont eu une importance stratégique pour Alexandre le Grand et d'autres conquérants avant et après lui. On verra d'anciens bâtiments sogdiens aussi dans les ruines de Penjikent. Donc, vous voyez ici, on continue, on descend sur Penjikent, qui est quasiment à la frontière ouzbek. En fait, Penjikent est à 60 km environ de Samarcande. Donc, Samarcande est juste hors de la carte sur la gauche. À Penjikent, on a retrouvé relativement récemment, puisque c'était dans les années 40 seulement, les ruines d'une cité antique sogdienne. Alors bon, c'est des ruines de terre, c'est de la terre crue, donc c'est très érodé. Les premières fouilles qu'il y avait, on creusait et puis on mettait les bâtiments à jour, mais évidemment avec l'érosion et le temps, tout partait en poussière. Alors maintenant, ce qu'ils font, ils continuent de faire des fouilles, ce sont essentiellement des Russes qui travaillent là-bas, un archéologue de Saint-Pétersbourg, Pavel Lourier. Et maintenant, il travaille sur 2 ou 3 saisons sur une maison ou 2 maisons, et ensuite il referme les fouilles. Donc, on verra d'anciens sites sogdiens. Alors, les Sogdiens, c'était un peuple de commerçants de l'époque de la route de la soie, qui était très important. Vous en avez peut-être entendu parler si vous êtes allé au Xinjiang, à Jiaohe ou à Gaochang, dans tous ces endroits-là où on parle aussi des Sogdiens. Ces Sogdiens qui étaient des Zoroastriens. Donc, on verra dans ces ruines des temples zoroastriens. Donc, on verra plusieurs anciennes villes comme Bunjikat, qui est avant Penjikent. Pardon. Penjikent également, qui est la mieux préservée. Et toute cette vallée de Penjikent, là que vous voyez, là où on a une flèche dans les 2 sens, vers la droite et vers la gauche, c'est la vallée du Zarafshan, donc une première vallée de montagne très belle, où on verra également d'autres petites choses magnifiques. On fera une excursion aussi d'une demi-journée à 7 lacs qui sont en enfilade sur une même rivière qui se trouve pas loin, dans un endroit très reculé, qui s'appelle les lacs de Margouzer. Et puis, on reviendra sur... Pardon, j'ai un chat dans la gorge. On reviendra sur Aini et on ira à un fameux lac qui s'appelle le lac Iskanderkoul, qui veut dire le lac d'Alexandre. En fait, il y a tout un tas comme beaucoup d'endroits où Alexandre est réputé être passé, on a tout un tas d'endroits avec des légendes concernant Alexandre le Grand. Donc ça, c'était à la fin du IVe siècle avant Jésus-Christ. Et de Iskanderkoul, donc on descend. Alors, c'est une vallée magnifique, hein, toute rose. D'ailleurs, une chose à dire à ce propos, c'est qu'on peut penser que le Tadjikistan est un pays entièrement de montagnes, ce qui est vrai quasiment entièrement, et que ça pourrait du coup être un peu monotone. Et en réalité, chaque zone, chaque chaîne de montagne a des couleurs différentes, a des aspects différents. Et je dis toujours, si on montre une photo du voyage, je peux dire dans quel coin elle a été prise parce que c'est différent, l'impression d'ensemble est différente d'un endroit à l'autre. On arrivera donc sur Dushanbe, la capitale,
aujourd'hui en plein essor. J'y fais retourner l'été dernier après 3 ans d'interruption because Covid. Et la rue dans laquelle est l'hôtel était absolument méconnaissable. Notre hôtel était le bâtiment le plus haut de la rue, et maintenant c'est le plus petit de la rue, et il n'y a que des espèces de gratte-ciel qui ont été construits en l'espace de 3 ans. C'est vraiment impressionnant. Et les Tadjiks, en rigolant, me disaient c'est Las Vegas maintenant. Donc ça change très très vite. Douchanbek est une ville essentiellement modernisée, disons, à l'époque russe. Donc on verra là-bas d'anciens bâtiments de style néoclassique russe. C'est assez joli, avec une belle avenue arborée qui s'appelle l'avenue Roudaki. Et à Douchanbé en particulier, on verra le musée des Antiquités qui est absolument passionnant, avec de magnifiques objets. Pour les Parisiens, vous avez peut-être vu au début de l'an dernier ou à la fin 2021, début 2022, il y a eu une grande exposition à Paris, à Guimet, qui s'appelait, je ne sais plus, une histoire de fleuve d'or, et qui comprenait tout un ensemble de pièces qui venaient du musée de Douchanbé. Bon, cet été, elles étaient revenues, mais elles n'étaient pas réexposées. Enfin, l'été dernier, elles n'étaient pas encore réexposées. J'espère qu'elles devraient quand même l'être l'été prochain. Donc ça, c'est magnifique. Et surtout, vous verrez des fresques qui n'ont pas été gardées in situ, bien entendu, puisque dans ces anciennes villes sogdiennes, on a retrouvé un certain nombre de fresques parfaitement préservées pour les plus belles, avec des couleurs extraordinaires, évidemment minérales et végétales. Et bon, vous verrez, c'est très, très beau. Et puis, ça permet de compléter, après avoir vu ces différents sites sogdiens, où on voit essentiellement des ruines de terre crue, des rues, etc., mais rien de vraiment concret. Là, on verra tout un tas d'objets qui ont été retrouvés lors de ces fouilles. De Douchanbé, on s'orientera petit à petit vers le Pamir. On va descendre sur une ville qui s'appelle Koulab. Et de là, vous le voyez, on est tout près de l'Afghanistan. J'ai oublié de dire, le Tadjikistan est encadré par quatre pays. Alors, la carte est un peu trompeuse ici, puisqu'on voit marqué Pakistan. En fait, il n'a pas de frontière avec le Pakistan. Il en a au sud avec l'Afghanistan, à l'ouest avec l'Ouzbékistan, au nord avec le Kyrgyzstan, et une petite partie à l'extrême est, qu'on ne voit pas ici, enfin qui n'est pas inscrite, avec la Chine. Avec le Pakistan, il y a peu de distance jusqu'à la frontière pakistanaise, mais il y a quelques dizaines de kilomètres au niveau du corridor de Wakhan. Voilà, donc on descendra de Douchanbé à Koulab, on arrive sur le Panj. Donc le Panj, comme je vous disais tout à l'heure, qui devient plus tard l'Amoudaria. Et ce Panj donc fait frontière naturelle avec l'Afghanistan au sud. Alors il y en a peut-être parmi vous, et sûrement s'il y en a, ils ne sont pas nombreux, qui sont allés en Afghanistan, soit parce qu'ils ont l'âge requis pour avoir été voyager en Afghanistan à l'époque où c'était possible dans les années 70, soit peut-être s'ils sont allés, je ne sais plus combien de temps, avec Hervé qui avait pu faire un voyage, un départ en Afghanistan il y a au moins une douzaine d'années maintenant, sinon davantage, je ne sais plus. Mais bon, pendant plusieurs jours, comme vous le voyez sur la carte, on va longer la frontière afghane. Et donc, comme le Panj par endroits est très, très étroit, ça fait quelques dizaines de mètres seulement, vous pourrez voir l'Afghanistan de près, y compris des villages, y compris des habitants, des animaux, etc. Donc, il y a un côté un peu voyeur peut-être, mais assez fascinant, un peu de pouvoir voir ce pays quasiment interdit au tourisme, enfin, où presque personne n'est allé depuis une cinquantaine d'années maintenant. Bon, tout ça, c'est magnifique, toute cette vallée du Panj. On continue de descendre, on arrivera à Khorog, que vous voyez ici, la capitale de cette grande province, donc qui fait presque la moitié du pays, qui s'appelle le Gorno-Badakhshan, qu'on appelle nous le Pamir, parce que c'est plus simple, et qui est une province extrêmement peu peuplée. Toute la population, elle est à l'ouest, dans la partie orangée ici, et dans la partie
partie violette de haute montagne, on n'a que quelques habitants au kilomètre carré, vraiment très très peu. Donc là, toute cette zone, vous avez des paysages magnifiques et d'anciennes forteresses qui remontent aussi à l'époque de la route de la soie, des forteresses qui ont des ruines de forteresses placées à des endroits stratégiques qui ont souvent à peu près 2000 ans d'existence, qui ont continué à être utilisées par la suite. Donc ça, c'est des balades vraiment très très chouettes. À partir d'Ishkashim, donc qui est le point extrême sud du voyage, vous voyez que le Panj fait un coude. Donc nous, on va dans le sens inverse du cours de l'eau. Hein. L'eau coule vers l'ouest et nous, on va ici vers l'est ou le nord-est. Et donc à partir d'Ishkashim, on arrive dans une bande qu'on ne voit pas ici sur la carte, mais si vous regardez une autre carte plus précise, vous verrez, on arrive dans une bande qu'on appelle le corridor de Wakhan, donc encore un des noms mythiques de la région, et qui est en fait une bande de terre, donc qui est la vallée en réalité du Panj, avec sur la rive, que je réfléchis, sur la rive droite, vous avez donc le Tadjikistan, et sur la rive gauche, vous avez l'Afghanistan. Mais vous avez une toute petite bande d'Afghanistan en réalité, parce qu'on est au pied de l'Hindou-Kouch, donc qui court à peu près parallèle à cette frontière. Et les sommets de l'Hindou-Kouch, donc quelques kilomètres plus loin, forment la frontière entre l'Afghanistan et le Pakistan, d'où le mot Pakistan que vous voyez inscrit ici. Donc tout ça, c'est très très beau. Si en plus on a la chance qu'il fasse beau, la plupart du temps il fait beau, mais bon, c'est évidemment pas garanti, mais c'est l'été est la meilleure saison et puis la seule saison possible où on peut faire ces voyages. À l'Hangar, on vous proposera une balade assez raide et assez dure. Donc là, c'est uniquement pour ceux qui ont envie. Où on monte, je ne sais plus quel est le dénivelé, je crois que c'est 400 mètres de dénivelé, mais disons on part de 3000 mètres d'altitude pour arriver à des pétroglyphes qui sont cachés dans la montagne et qui remontent à tout un tas d'époques, mais jusqu'à l'Antiquité, voire avant. Et après l'hangar, donc on va monter encore plus haut. Alors, pendant que j'y pense, je vais répondre à une question que souvent les gens se posent sur ce genre de voyage. Je ne sais pas, oui. Sur ce genre de voyage, pardon, j'avais un écran qui s'affichait au milieu du mien. Quelle est l'altitude maximale? Alors, l'altitude maximale, elle est de 4655 mètres. Alors, il ne faut pas que ça vous fasse peur. Ce n'est qu'un col. On passera 2 nuits à 4000 mètres ou 3900 et quelques mètres. Donc, ces 2 nuits, ce sera tout au nord au lac Karakoul que vous voyez, et puis près du lac Yashilkoul que vous voyez un peu plus bas. Pareil, 4000 mètres, ça peut vous paraître beaucoup, mais il faut comprendre qu'on part de la plaine. Tashkent, c'est à je ne sais plus combien, 300 ou 400 mètres d'altitude, je crois. Khoujand également. Dushanbe est à 800 mètres. Et puis, petit à petit, on monte. Donc, la montée est progressive. Et franchement, sur les 14 voyages que j'ai accompagnés, comme je disais tout à l'heure, je n'ai jamais eu de problème important quant à l'altitude avec des gens. En fait, on s'acclimatise vraiment petit à petit. Et c'est pour ça qu'on ne peut faire ce voyage que dans ce sens-là, parce que sinon, on arriverait directement dans des altitudes beaucoup trop élevées. Donc, de l'hangar, on va passer toute une zone complètement désertique, là où vous avez marqué Khargouch, et puis bifurquer. Donc là, on va quitter la rivière qui, à ce niveau-là, ne s'appelle plus Panj, mais Pamir, parce qu'en fait, le Panj lui-même est issu de 2 rivières, la Pamir, celle qu'on va longer, et une autre qui vient d'Afghanistan, qu'on ne voit pas ici, qui est la Wakhan, pardon. Et donc, toute cette zone est absolument magnifique, désertique. On est à 3005, 4000 mètres d'altitude. Il n'y a pas un chat. C'est essentiellement de la piste. Et puis, on va redescendre de l'autre côté, après avoir passé le col du Lapin, le col de Khargouch. On va redescendre vers un village qui s'appelle Bulumkul, qui est
enfin, tout près d'un lac qui s'appelle le lac Boulogne-Koul. Koul, c'est lac, hein, et au pied du lac Yashil-Koul, qui est un petit peu plus haut. Un endroit aussi magnifique, assez basique question confort, mais vraiment très beau. Et puis, dans les jours qui viennent, donc on va arriver dans une zone kirghize, en fait. On est au Tadjikistan, mais il faut se dire qu'une partie de la population est kirghize. Vous savez, ces frontières résultent de l'époque stalinienne, hein, et donc les frontières géographiques ne correspondent pas, enfin les frontières politiques, disons, ne correspondent pas à la séparation des populations. Donc en fait, vous avez dans toute cette zone, Karakoul, Mourghab, Rangkoul, tout ça, ce sont des Kirghizes qui ont un passeport tadjik, ils ont un passeport, mais qui sont ethniquement kirghizes. Donc des gens complètement différents, puisque les Tadjiks, je ne l'ai pas dit, mais c'est la seule république, enfin c'est le seul pays persanophone de toute la région. Tout le reste de l'Asie centrale est turcophone. Alors, on a des persanophones aussi dans le nord de l'Afghanistan, mais tout le reste autour, Kyrgyzstan, Ouzbékistan, Turkménistan, Kazakhstan, tout ça, ce sont des turcophones, donc des peuples très différents. Mais bon, les Tadjiks sont des Indo-Européens, et puis, alors que les Kirghizes sont des peuplades de type mongoloïde. Donc, vous verrez une différence frappante. On a l'impression tout d'un coup de passer, si vous voulez, de l'Inde à l'Asie ou de l'Europe à l'Asie en voyant la population changer. Donc on montrera jusqu'à ce lac, ce grand lac qui est immense, hein, on n'en voit pas l'intégralité, qui s'appelle le lac Karakoul, qui veut dire l'eau noire. Il y a un autre lac Karakoul au Xinjiang, il y en a un aussi au Kyrgyzstan, tout simplement parce que ça veut dire eau noire, donc c'est assez banal. En réalité, il n'est pas noir, il est bleu, mais ça dépend du temps, bien entendu. Et de là, du lac Karakoul, donc on redescend sur Mourghab, on fera une petite incartade, on ira voir un autre lac avec un village très isolé qui s'appelle Rangkoul. Et puis, on redescend jusqu'à Mourghab, jusqu'au niveau à peu près du Yashil-Koul. Et là, on retourne vers Khorog par une vallée différente qui s'appelle la vallée de la Gount étant une rivière qui est magnifique avec des eaux vraiment turquoises comme j'ai rarement vu. De là, on remonte à Kalaïchoum et on chante. Pour changer, on va passer par un col et arriver sur Pavildara et rentrer sur Douchambé et reprendre l'avion de Douchambé. Voilà, c'est un voyage, j'ai été sûrement un peu trop long, pardon. C'est un voyage que j'ai toujours aimé et que j'aime toujours, bien que l'ayant accompagné beaucoup de fois. Donc c'est vraiment une de mes passions, une de mes préférences.